you coming from, but I know just what you running from. And what matters ain't the who's matters, but the ones who stop you falling from your ladder. They don't feel like you're feeling now. Still a place for the hero. Salut jeune padawan, t'as vu les 2 premiers épisodes sur comment choisir ton snipe et comment l'équiper? Et bah cette fois-ci on va voir comment faire un snipe de la mort qui tue. T'as eu mal à la tête pour les 2 premiers épisodes, et bah là je te dis que ça fait que commencer. Donc tu l'auras bien compris, on va voir comment modifier ton snipe en interne avec le canon, le bloc détente, le piston, le hop-up, etc. Et si t'as pas trop mal à la tête encore une fois, et bah on va voir les petites modifications externes qui vont permettre de fiabiliser ton snipe pour qu'il dure dans les temps. Pour t'aider à la navigation dans cette vidéo, je te propose un sommaire avec plein d'images de partout. Comme ça, tu pourras rechercher plus tard les informations que tu aurais pu oublier et te remémorer certains passages peut-être plus intéressants que d'autres. Je le dis toujours dans mes vidéos, mais je le rappelle, je ne détiens pas forcément toute la vérité, je peux très bien dire des bêtises ou des fois avoir oublié de dire certaines choses, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pourrais aussi ajouter quelques informations par annotation dans la vidéo, ça pourra toujours aider ceux qui regarderont plus tard. Et de même, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre de façon la plus claire et nette possible. Alors cette vidéo risque d'être très longue, mais comme je dis, il y aura un sommaire, donc à vous de voir les morceaux qui vous intéressent, sinon je vais essayer de rendre ça le plus ludique possible. Donc qu'est-ce que nous allons voir? Donc déjà, à quoi sert une upgrade tout bonnement. Ensuite, par rapport à votre budget, comment l'upgrade peut se faire, et nous verrons ensuite les différentes pièces internes. Donc par exemple le canon, ensuite le système hop-up, les barrel spacers, trigger box, l'ensemble piston cylindre, le guide ressort et le ressort. On commence par à quoi ça sert une upgrade. Donc déjà, il faut savoir que certaines répliques de base ne sont pas toujours efficaces d'entrée de jeu. Il va falloir systématiquement devoir faire une modification interne. Donc par rapport à ce qu'on a pu voir dans la première vidéo, il existe de nombreux snipes. Donc certains fonctionnent très bien en sortie de boîte. D'autres seront totalement injouables, portée à 20 mètres, tir totalement aléatoire, et donc voilà, vous aurez tout bonnement à devoir modifier, et donc la case upgrade va vous permettre de rectifier certaines choses. Donc comme je disais, il peut y avoir des modifications internes ou externes, et ainsi quelques modifications maison. Le but sera donc d'obtenir une portée maximum, tout en ayant une précision correcte, parce que bon, on ne fait pas non plus du tir à la carabine, et le tout sans dépasser les limites légales de là où vous allez jouer. Donc sachant que je vais certainement plus parler des normes françaises, donc les 2 joules, ce qui fait 462 fps à 0,20 grammes. Et ensuite, quand je dis pas dépasser les limites légales, c'est aussi parce que vous pouvez très bien faire des OP à l'étranger, comme par exemple Bergetz ou alors en République tchèque, ou bien même dans des pays où les limitations sont encore plus basses que nous. Je pense par exemple au Portugal, où il me semble que le maximum est de 375 fps maximum, que ce soit sniper ou AEG. Et sinon, vous pouvez très bien dépasser ces limites là, mais vous ne pourrez pas jouer avec pour tirer sur des gens, ça servira certainement que pour du tir sur cible. Et également, le but, ça va pas être que les performances, il va aussi falloir renforcer la réplique pour pas qu'elle casse au plein milieu du jeu, et ainsi permettre de garder votre snipe le plus longtemps possible. Comme j'ai pu dire sur les premières vidéos, il faut savoir qu'un snipe à upgrader, c'est extrêmement cher. Donc selon les pièces que vous allez prendre, vous pouvez largement dépasser allez, les 300 minimum si vous prenez vraiment du bas de gamme pour une upgrade complète. Si vous voulez être plus dans le haut de gamme, là vous pouvez facilement atteindre les 1000 € upgrade complète, donc quand je dis toutes les pièces, voilà. Donc soit vous avez aucune limite de budget, puis vous pouvez tout vous permettre, soit vous êtes comme moi par exemple, vous étiez un étudiant, donc pas forcément les moyens dès le départ. Alors ce qu'il faudra faire, ça va être de privilégier peut-être certaines pièces par rapport à d'autres. Donc là, ce sera par rapport à l'ordre du sommaire que j'avais dit dès le départ et qui sera dans l'ordre par rapport à la vidéo. Ou alors tout simplement remplacer par les pièces qui ont cassé, et là, de toute façon, vous ne pourrez pas jouer si c'est cassé, et donc vous remplacerez petit à petit. Mais vous n'aurez pas forcément d'énormes perfs si vous faites comme cela petit à petit. Et aussi, avant de vous lancer dans le snipe et tout upgrade, soyez sûr que vous voulez jouer sniper, ça c'est important. Alors, numéro 1, le canon. Alors, c'est plus ou moins la pièce universelle à l'airsoft, il y en a pour tout. Mais
pour le snipe, c'est un petit peu différent, il va y avoir des petites variantes. Alors, pour ce qui est des diamètres internes, ça va varier de 598 mm à 6,23 mm. Donc là, vous voyez, il y a une petite différence de 0,25 mm, pardon. Donc c'est très très faible, mais il y a quand même une certaine importance sur ces diamètres. Donc les diamètres externes, pour ceux qui sont de bas, ça va être 8,55 mm. Et pour les plus épais, donc là ça va être pour du PDI, ça va être du 10 mm. Les diamètres de base, donc c'est soit souvent, comme j'ai dit, du 6,08 ou alors du 6,04 pour les Marui. Alors les longueurs, là aussi c'est très variable, ça va dépendre déjà de votre réplique, selon si elle est courte ou longue. Et ensuite, il y aura possibilité de mettre un petit peu plus long dans votre réplique. Si par exemple vous ajoutez un silencieux, comme sur le mien, qu'on peut voir ici. Par contre, moi, j'ai respecté la longueur de canon de la réplique, ce qui fait du 500 mm à peu près. Donc moi, j'ai mis un canon pour M16 qui fait précisément 509 mm. Alors déjà, il faut que le canon soit compatible avec la réplique, puisque vous allez bien sûr avoir des canons type AEG, les canons type GBBR, etc., type VSR, type GBB, etc. La plupart des canons AEG pourront être adaptables sur votre réplique de snipe, par contre il faudra changer le hop-up. Et il faut également que le canon soit d'une longueur adaptée par rapport au volume de votre cylindre. Donc ça aussi, ça va dépendre de la largeur de votre canon. La plupart des gens disent que les canons 601 sont les meilleurs, offrent la meilleure précision, portée, etc. C'est pas tout à fait vrai dans la pratique. Alors, ce qu'il faut... Stop, j'arrête le massacre parce que je vous ai fait une petite explication un peu foireuse qui risque de vous perdre. Donc en gros, sur le schéma, on peut voir une configuration avec un ressort faible et un canon fin. Et en dessous, un canon un peu plus fort avec un canon large. Donc si vous prenez la version avec canon fin, on peut voir que s'il tire, il permet une précision sur courte distance. Par contre, sur longue distance, on va dire dans les 60 mètres, ça va être beaucoup moins précis. Si on prend le canon large, vous allez être un peu moins précis en courte distance. Par contre, vous allez aller beaucoup plus loin que celui qui a le canon fin. Et la précision va rester stable tout au long du tir et sur chaque tir. Donc c'est pour ça que je recommande les canons larges, que l'effet coussin d'air va permettre une stabilisation de la bille, éviter aussi qu'elle tape et bouge dans le canon, et ainsi conserver sa trajectoire et gagner de la portée sur le tir en fait. Donc au lieu d'avoir 60 mètres avec le 601, vous pouvez largement dépasser les 70 mètres. Mais surtout, ce qui fait la précision du tir sera dû à la qualité d'usinage de votre canon. Ce qui fait que PDI coûte cher, c'est parce qu'il n'y a rien à redire au niveau de la qualité, ce qui va vous offrir la meilleure précision possible. Pour ce qui est des canons les plus connus et que je recommande, vous allez avoir PDI, donc là il existe de nombreuses gammes de différents diamètres. Vous avez les 601, les 605 et les 608, ainsi que les 604 avec les externes de 10 mm. Vous avez les Lax, vous avez Prometheus, Deepfire, Tanyukoba, avec ainsi ces canons twist qui ont des rainures qui permettent l'effet coussin d'air que nous avons pu voir juste avant dans les 608. Les Miracle Barrel, les Orga qui ont des diamètres extrêmement énormes qui permettent cet effet de coussin d'air, les Guarder, les Lonex et les Modify. Certains m'avaient demandé des gammes de prix par rapport à ce canon-là. Donc les PDI, si vous achetez en France, en Europe, vous pouvez facilement dépasser les 150 € selon les longueurs, les diamètres, etc. Par contre, si vous achetez sur les sites directement de PDI, donc Xfire, ça va être beaucoup plus bas. Par contre, il faudra faire gaffe au niveau de la douane et des frais de port. Pour les Lelax et Prometheus, on va tourner aux alentours des 70-80 € en France. Les Deepfire tourneront plus aux alentours des 40 €. Les Tanyukoba, là je ne saurais pas dire, il me semble que ça va être dans les 60-70 €. Les Miracle Barrel sont accessibles aussi, dans les 40 €, de même pour les autres en fait. Donc on va être dans le haut de gamme pour les PDI, les Lax et Prometheus, le reste c'est du moyen gamme, et pour ce qui est du bas de gamme, j'en ai pas parlé dans cette vidéo parce que je vous recommande le meilleur. Maintenant on va passer pour une des choses les plus importantes à changer dans votre snipe, l'ensemble hop-up. On va commencer d'abord par le joint, sachant qu'il est recommandé si vous faites une upgrade de prendre le tout ensemble, c'est-à-dire le canon, le joint hop-up et le hop-up. Ce sera beaucoup plus efficace plutôt de changer 36 fois de pièces. Alors qu'est-ce que c'est le joint hop-up? C'est ce qui va entourer votre canon et permettre le lift sur la bille, le petit joint en caoutchouc ou je ne sais quelle matière.
Alors déjà, ça va dépendre du grammage que vous comptez utiliser. Donc moi par exemple j'utilise de la bille 0,40, donc il faut quand même un joint qui puisse lever ces billes là. Et il va falloir déterminer le type de joint que vous allez utiliser. Si vous avez par exemple un type 96 de base, Moser SR, MB01, MB08, etc. Si vous avez le hop-up de base, il faudra les joints type ESR10 ou type GBB en fait. Par contre, si vous mettez une chambre hop-up PDI, vous pourrez mettre des joints d'AEG. Une fois que vous avez déterminé votre joint, déjà ça va dépendre aussi de votre canon, nous allons maintenant citer les joints les plus connus et je vais essayer d'en citer les caractéristiques principales. Pour les plus connus, vous avez le 9-ball. Donc c'est celui qui est le plus répandu au niveau du VSR10 parce que c'est le plus fiable, il y a une bonne levée, une bonne précision de base. Donc VSR10 et tout dérivé, par exemple vos GBB aussi. Vous avez aussi le joint guarder transparent qui est normalement utilisé pour les faibles puissances, mais si vous utilisez un grammage lourd tel que la 0,40, il faut savoir que la bille sera lente et donc n'abîmera pas forcément le joint guarder transparent. Mais vous pouvez également, pour être sûr, utiliser le joint guarder de base noir qui résistera facilement à vos billes. Vous avez également le Prometheus violet, un peu comme le 9-ball, mais là c'est la version AEG, donc très fiable et permet aussi une bonne précision et la portée également très bonne. Pour moi, ce que j'utilise et qui est pas mal utilisé par d'autres snipers, vous avez le A+ Devil Studio. Donc lui, par rapport aux autres hop-up de base où il y a juste une barrette, celui-là a une surface beaucoup plus grande et permet donc un appui beaucoup plus important sur la bille et permet donc un gain facile de portée. On va dire vous pouvez gagner facilement 5 mètres, ce qui n'est pas négligeable. Par contre, il va demander beaucoup de rodage celui-là. Il va falloir au moins tirer 300 billes pour avoir des performances, on va dire, acceptables. Donc pour cela, je vous conseille déjà de mettre le hop-up au minimum et d'utiliser des billes pourries, genre des 0,20 que vous n'utilisez pas. Vous tirez tout en essayant de garder la réplique la plus droite possible pour que l'appui se fasse de façon la plus homogène. Et une fois que... Bon, après, vous pouvez toujours faire quelques tests à la 0,40 pour voir l'avancée du rodage. Et par la suite, vous aurez des perfs plutôt excellentes. Par contre, j'avoue que niveau précision, c'est peut-être pas le meilleur, mais par contre, niveau portée, ce sera exactement sûr. Vous pourrez voir par exemple sur ma vidéo de test avec la Scopcam ou les prochaines qui vont suivre, de la précision et de la portée qu'il peut y avoir. Sur la vidéo, vous voyez que je le mets au minimum le hop-up. Donc vous voyez, la 0,40 se lève très facilement, je pourrais même mettre des beaucoup plus lourdes. Ensuite, vous avez le WPDI. Alors ça, c'est celui que j'utilisais tout au début, mais par contre, j'utilisais des billes très légères parce qu'il ne permet pas de lever des billes très lourdes. Ce qui fait que j'ai décidé de le remplacer. À l'époque, je jouais avec de la 0,30. Par contre, j'ai vu que passer avec de la bille lourde, j'ai gagné quand même un gain de portée. La 0,30 subit beaucoup plus les pressions de l'air et le vent, ce qui fait que c'était pas forcément facile. Par contre, niveau précision, dès que je visais un endroit et qu'il n'y avait pas de vent, j'étais sûr de toucher. Et le WPDI, c'est aussi celui que j'utilise dans mon M4, donc là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est peut-être celui le meilleur au niveau de la précision, mais pas forcément le meilleur au niveau de la portée. À vous comment vous voulez voir pour privilégier. Donc il existe en version GBB VSR10 ainsi qu'en AEG. Vous avez aussi le système R-Hop ou U-Hop, je ne me rappelle pas. En fait, c'est un système que vous fabriquez vous-même. Et qui est un peu dans le principe du A+ Devil, sauf que là vous fabriquez vous-même par rapport à votre canon. Mais il faudra des fois modifier le canon pour que l'entrée du hop-up soit plus large. Donc ça, c'est souvent de la modification maison, il faut être sûr de ce que vous faites. Et vous avez aussi chez Prometheus une petite variante, les hop-up tensionneurs, je crois, flap tensionneurs. En fait, il n'y a pas le joint qui normalement fait le lift. Là, c'est juste un joint en fait transparent. Par contre, il faudra un bucking très spécial qui est beaucoup plus épais et qui permet un appui. Donc là, j'ai pas testé, j'ai pas eu beaucoup de retours, mais apparemment, il offre de très bonnes perfs et surtout un énorme gain de portée. Et aussi, pour une meilleure étanchéité, il faudra téflonner votre joint. C'est-à-dire, vous prenez du téflon et vous enroulez entre le hop-up et le canon. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de fuite lors du tir. Maintenant, la chambre hop-up. Donc, c'est ce qui va permettre d'appuyer sur le joint. Pour cela, vous avez en général ceux de base qui vont suffire. Il y en a qui ne changent pas sur les types 96 ou SR10. Par contre, pour les SR10, il faut souvent changer la patte d'appui qui n'est pas forcément très fiable. Et ensuite, vous avez par exemple les chambres PDI qui sont maintenant copiées par JJ Airsoft, il me semble. Donc là, vous avez les hop-up PDI qui disposent de 2 pattes d'appui
qui permet de régler donc la trajectoire de votre vis sur la gauche ou sur la droite si par exemple vous avez un side pin. Si vous prenez les chambres de base, il faudra prendre des types sniper et aussi pareil pour le canon. Par contre, si vous prenez les PDI, vous pouvez ainsi mettre des canons d'AEG et les hop-up d'AEG. Pour ce qui est des marques, vous disposez des PDI, des Lelax, les SHS et comme j'ai dit, JJ Airsoft qui commence à copier la chambre hop-up PDI des types 96. Autre chose que je peux préciser, c'est qu'en général, par exemple sur ceux de base, donc là on peut voir ici, en général le réglage du hop-up du type 96 se fait ici. Vous prenez une clé Allen et ça au niveau juste entre le bouton d'éjection de chargeur. Par contre, quand vous prenez le PDI, c'est au niveau où la bille peut rentrer. Donc là, vous disposez de 2 vis, il faut pour cela armer, faire vos réglages et ensuite vous pouvez mettre le chargeur et ensuite armer pour tirer. Ce qui fait que les réglages sont très chiants, mais ce sera certainement celui où vous aurez quand même une meilleure précision et portée. Maintenant, autre pièce pas très chère mais qui est toutefois très importante, les barrel spacers. Alors qu'est-ce que c'est ce gros machin là? C'est en fait ce qui va permettre la jointure entre votre canon interne et le canon externe, donc ce qui permet le bon maintien. Il va ensuite permettre de réduire les vibrations du canon interne en le maintenant tout bonnement, et donc d'avoir un gain de précision lors de chaque tir. Parce que lorsque vous tirez, le claquement du piston va faire des vibrations sur votre canon. C'est pour donc cela qu'il va falloir privilégier certaines matières de canon telles que l'acier, par rapport au laiton et au carbone. Pour cela, il va falloir choisir votre barrel spacer selon le diamètre externe de votre canon. Donc ceux de bas, ça va être 8,55. Et si vous prenez les 10 mm de chez PDI, il faudra les barrel spacers qui vont bien. Ensuite, si votre canon est flûté, c'est-à-dire qu'au début, il est large à partir d'ici et va devenir de plus en plus fin au bout. Il va donc falloir avoir des barrel spacers spécifiques. Donc vous en prenez 2, un sera plus large et l'autre sera plus petit pour aller au bout du canon. Voilà pour ce qui est des barrel spacers, donc faites votre choix et ne vous trompez pas. Maintenant, autre pièce très importante mais qu'il ne faut pas forcément changer tout de suite, mais il faudra quand même y penser, le trigger box ou alors le bloc détente en français. Alors c'est ce qui va déclencher le tir, donc tout bonnement c'est la gâchette et tout le mécanisme qui va faire que le piston va partir. Alors celui-ci est composé de plusieurs pièces. Vous avez le spring stopper qui permet de maintenir le levier d'armement dans votre réplique et le tir en fait. Si vous l'enlevez, il permet de démonter votre culasse et ensuite de pouvoir tout démonter. Ensuite vous avez le piston cire, c'est celui qui va bloquer le piston lors du tir. Dès que celui-ci, vous allez appuyer sur la gâchette, va décoincer le piston et donc permettre le tir et envoyer l'air dans le canon. Et vous avez le trigger cire qui permet donc la jonction entre la détente et le piston cire. Alors il faut savoir que ceux de base et plus particulièrement ceux des type 96 sont extrêmement fragiles. Vous avez normalement 2 vis qui permettent de se visser ici et pas les vis mais le bloc qui est en plastique a souvent tendance à casser, surtout quand vous tirez à des puissances phénoménales. Donc il faudra certainement le changer, sinon le tout ne tiendra pas et va vous empêcher de pouvoir tirer. Le spring stopper, il faudra aussi le changer, surtout si vous avez un gros ressort, parce que c'est lui qui subit la pression du ressort au niveau de la culasse. Donc il peut être plié ou cassé. Et comme je l'ai dit précédemment, il permet aussi de démonter votre réplique si vous le retirez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'enlève le piston cire? Voilà, donc du coup, il n'y a plus rien qui retient la culasse en fait. Vous pouvez tirer, et du coup, vous avez le tout. Alors pour ensuite remettre, parce que donc là, moi j'ai une trigger box très spéciale, c'est celle qui a été fabriquée par Alumix de Sniperland. Cherchez pas à essayer de la trouver, vous n'aurez que d'occasion. Donc pour indication, j'ai la numéro 25. Alors, vous remettez comme ceci, et là, ça va être le piston cire qui bloque. Vous avez juste appuyé sur la détente, et hop, ça avance. Tac. Donc c'est un peu dur en tenant comme ceci, et vous n'avez plus qu'à remettre le piston cire. Voilà. Et ensuite, il est en place et vous pouvez retirer avec. Le piston cire, donc c'est aussi une des pièces qui va subir la pression du ressort puisqu'il va maintenir le piston qui est compressé par le ressort pour partir et déclencher le tir. Alors souvent, vous allez voir dans cet exemple... Ah bah là, je suis dans la merde. Hop, il s'arme pas. Ah putain, allez, un bloc détente. C'est niveau les ressorts ou les élastiques qui doivent pas tenir. Il s'arme pas, c'est le piston. Ah voilà.
On peut voir que j'essaie d'armer, mais que ça ne se bloque pas, la culasse revient d'elle-même. Et bien c'est souvent cette pièce qui est mise en cause, puisqu'elle n'est pas en place et donc ne bloque pas le piston. Donc ça peut être dû à une usure de la pièce, ou alors tout bonnement que les ressorts ou tout le mécanisme qui permet de le remettre en place n'est pas bon. Pour le VSR10, il faut savoir qu'il y a plusieurs versions de pistons et de pistons cire. Vous avez ceux à 45 degrés et ceux à 90 degrés. Donc si vous prenez un piston cire de 90 degrés mais que vous avez un piston à 45 degrés, ça ne va pas accrocher. Donc pareil, il faudra faire attention à ce que vous avez. Il faut donc prendre le piston cire et le piston qui vont ensemble. Nous passons maintenant à l'ensemble pneumatique ou l'ensemble cylindre-piston. Alors il faut savoir qu'un bon ensemble pneumatique va permettre d'obtenir une bonne étanchéité et donc d'utiliser un ressort moins puissant pour avoir une puissance convenable pour le snipe. C'est-à-dire que si vous mettez un SP140 qui vous permet normalement d'obtenir du 500 fps et que vous sortez juste du 350 fps avec la 0.20, c'est que vous avez un souci. Il va aussi vous permettre de réduire les écarts de FPS entre chaque tir. On va dire une bonne étanchéité va faire des variations de seulement 3 FPS, on va dire, là c'est très très bien. Et donc du coup d'avoir une précision et une portée équivalente entre chaque tir, ça va vous permettre d'être sûr que quand vous tirez, ça va pas partir à droite à gauche entre chaque tir. Si vous touchez quelqu'un et qu'il y a quelqu'un d'autre à côté, normalement vous visez à peu près au même endroit, vous touchez. Il faut aussi savoir que le bruit vient principalement de cette zone-là. En effet, le claquement du piston sur la tête de cylindre va produire le bruit. Tout bêtement, les trucs se tapent et ça fait le bruit. Donc le silencieux au bout de votre réplique ne va pas forcément amoindrir ce bruit-là. Il va donc y avoir plusieurs tutos qui permettent de réduire le bruit, en mettant par exemple des joints pour réduire le bruit, de la mousse, etc. Il y a plusieurs variantes. Alors, chez PDI, vous avez plusieurs types de pistons. Vous avez soit le hard, qui est en gros le piston le plus basique, mais qui est certainement la valeur sûre, si vous voulez pas avoir de soucis. Chez PDI, vous avez aussi le système vacuum. Alors, ce système permet de pouvoir installer un canon beaucoup plus long par rapport au volume de votre piston. Et donc, comme on peut voir sur le schéma, va permettre du fait que si le volume n'est normalement pas égal entre un canon et un piston, la bille risque de subir une sorte d'appel d'air comme une seringue. En gros, s'il n'y a pas assez de volume d'air qui sort dans le canon, la bille va être retenue. Et donc ce système-là va permettre d'éviter ce genre de problème et en fait que la bille puisse continuer sa course puisqu'il n'y aura pas de pression négative. Alors par contre, beaucoup ne le conseillent pas parce qu'il y a parfois des problèmes de tir. Mais il est possible de neutraliser au cas où. Donc à vous de voir si vous voulez tester par ce système. Moi par exemple j'ai mis un hard et j'en suis totalement satisfait. Vous avez aussi chez PDI le piston Barry-Carroll. Alors celui-là est extrêmement léger, il n'est pas en métal, il est en plastique sauf au niveau de l'accroche du piston cire. Il va vous permettre un gain de 30 fps par rapport aux autres pistons. Par contre il est beaucoup plus fragile que le hard mais est toutefois plus solide que celui d'origine. Du fait qu'il soit extrêmement léger, il part beaucoup plus vite avec un même ressort. Toutefois, il reste assez fragile, donc ce ne sera pas pour des configs avec beaucoup de FPS. Ils disent limité au ressort 140%, donc n'allez pas plus haut. Ensuite, il faut savoir qu'il y a différents types de têtes de cylindre. Vous avez les plates, qui sont ceux d'origine et d'autres aussi au niveau des pièces de grade, mais vous avez aussi les arrondis, qui permettent un meilleur flux d'air par rapport à la circulation, etc. Alors il faut savoir que si vous voulez insonoriser votre réplique, ça sera plus facile avec les plates. Tout simplement parce que lorsque le piston va arriver à terme de sa course, la compression va faire une sorte de coussin d'air qui va permettre de ralentir en fin de course le piston. Donc c'est beaucoup plus simple. Avec les arrondis, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, par exemple, je dispose d'une tête arrondie et on peut voir que au niveau insonorisation, c'est pas trop mal, mais c'est vrai que j'ai déjà vu des gens où on entendait juste la bille qui sortait en fait. Donc moi, c'est toujours perfectible. Il faut aussi savoir que certaines têtes sont bridées. C'est au niveau de la sortie d'air, il y a une petite bride qui permet un flux d'air beaucoup moindre.
Et cette bride, si vous la retirez, vous allez avoir un énorme gain de FPS, hein, je ne saurais pas retrouver. Mais aussi, cette bride permet de réduire le bruit de votre réplique, puisque le piston ira donc beaucoup moins vite, et donc va subir aussi le coussin d'air en fin de course. Maintenant, le guide ressort et le ressort. Alors beaucoup vont faire l'erreur de mettre un gros ressort sur un truc d'origine et qui risque d'avoir des casses. C'est pas ce que je conseille. C'est un peu comme ceux qui modifient leur scooter pour aller à 130 km/h mais qui prévoient pas les freins adéquats. Alors, à quoi permet le guide ressort? Il permet tout bonnement de maintenir le ressort dans l'ensemble pneumatique. Et certains aussi sont équipés de roulement, ce qui va permettre au ressort de se détendre de façon plus homogène et donc éviter de se torsader et de s'abîmer avec le temps. Ce qui fait qu'entre chaque tir, vous aurez aussi les mêmes FPS et très peu d'écart. Les ressorts vont aussi dépendre de votre réplique. Hein. Si vous prenez ceux de L96 et ceux de type 96, c'est pas du tout la même chose, ainsi qu'avec les VSR10. Toutefois, certains ressorts sont similaires par rapport à d'autres, entre deux répliques. Par exemple, la PS2 et type 96 voilà, sont identiques, c'est exactement les mêmes, ainsi que des fois certaines pièces en interne. Alors, les puissances dans les ressorts sont souvent indicatifs, mais ça va beaucoup varier selon votre configuration. Donc ça peut varier de 50 FPS si vous avez une mauvaise étanchéité ou une très bonne. Mais aussi, il faut savoir que certains ressorts de chez PDI indiquent des valeurs totalement fausses. On peut voir par exemple que le ressort que j'ai mis est un APS de 110. Il est normalement indiqué pour du 400 fps, sauf que moi je sors à 450 et 455 selon les chronies. Avec un APS 180 qui est indiqué à 370, je sors à 420. Donc si vous prenez les ressorts, essayez de mettre 50 fps de plus. Il y en a qui ont eu hélas la mauvaise surprise. Hein. Il y en a un qui avait pris un 240 qui était normalement indiqué à 450. Et il est sorti à du 500-530 fps, donc voilà, faites attention à ça. Surtout que certains, pour réduire la puissance, ont la bonne idée de couper les spires de leur ressort. Alors c'est pas quelque chose que je conseille, parce que déjà, vous allez, du fait que certains ne modifient pas pour que le tout soit plat, vous allez avoir une pointe qui va soit abîmer le guide ressort, soit le piston. Et la diffusion de l'énergie du ressort ne sera pas aussi homogène que si c'était de base. Donc voilà, essayez de garder, vous pouvez toujours garder un ressort trop puissant, hein, vous pouvez faire du tir sur cible après, hein, ou même si vous comptez faire une OP en extérieur. Mais voilà, évitez de couper, surtout que si vous prenez un ressort PDI qui vaut plus de 20 €, ça fait quand même chier de couper un truc de cette qualité là, quoi. Donc voici, une fois que vous avez enlevé la crosse de l'ensemble de tir, vous pouvez voir ici la gâchette et le piston stopper. Alors en fait, il va permettre, lorsque vous tirez, donc on va voir tout de suite sur le schéma, quand vous armez, vous obtenez ceci. Hop, je tire. Le guide ressort est maintenu grâce au piston stopper et permet, avec le recul de la culasse, de ramener le piston jusqu'au piston cire. Et vous obtenez donc le clic. Ensuite, le tout est coincé, et ce qui permet de comprendre que le tout est armé. Vous ramenez la culasse. Le champ devant le piston est donc libre et permet de faire le tir. Et vous obtenez donc ceci, le piston pousse l'air et va ensuite dans le canon. Ouais, on va arrêter là, ça commence à être un petit peu long, hein. Je veux pas que tu chopes une grosse migraine qui t'éviterait de regarder mes prochaines vidéos. Donc on va arrêter là pour cette fois. La prochaine vidéo ce sera donc sur les upgrades externes ainsi que les petites modifications à faire sur une réplique sans pour autant devoir payer quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, partagez ma vidéo, mettez un petit j'aime si vous avez apprécié. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook pour avoir des petits avantages, à savoir ce que je vais faire en avance, etc. Et aussi, vous pourrez participer, par exemple, j'ai lancé un vote, par exemple, sur le choix de mon réticule de lunettes, hein, et je pourrais aussi vous faire d'autres votes comme ceci, et vous pourrez aussi m'envoyer des petits messages ou des questions pour avoir d'autres précisions, par exemple. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo, qui sera faite, je ne sais pas trop quand. Donc, abonnez-vous et vous saurez. Allez, ciao!